Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ça va être notre dernière conférence de la journée. Dernière conférence autour de l'ouvrage Traces de Sarah Sudi, qu'elle a publié aux éditions Monsaldance il y a quelques années. Et c'est l'occasion de dialoguer avec Siret Rexaï, qui a organisé l'année dernière avec Sarah un événement culturel assez important du côté de Lausanne. Le nom, c'est un nom en anglais, hein, Oui, il y avait la Mad Pride, la Mad Pride. mais c'était la journée de la santé mentale, en La fait. journée de la santé mentale. Et en fait, cet Mhm. ouvrage traite aussi un petit peu de ce sujet, raison pour laquelle nous avons Sylvette qui est là aujourd'hui pour nous parler justement de la, la narration, en fait, pour essayer comment dire ça, juste une forme de résilience par rapport à un événement que nous avons suivi dans notre existence. Alors, je vous donne la parole, mesdames, pour cette conférence. Vous avez le temps, si vous n'êtes pas trop chronométré, puisque ce sera la dernière de la journée. Voilà. Merci. Ben, merci beaucoup pour cette opportunité. Je me permets de commencer, moi qui viens d'un milieu qui est différent de la littérature. Je suis professeur des soins infirmiers en santé mentale et psychiatrie. Et en effet, l'année dernière, donc une fois par année, on a ce qu'on appelle l'édition de mois de santé mentale dans le canton de Vaud, où on essaye de faire de la prévention, la promotion autour des problématiques de santé mentale. Et c'est comme ça qu'on a été mise en contact avec Sarah et c'est ainsi que j'ai découvert finalement aussi son ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Donc on va en fait tout au long bien sûr parler de l'ouvrage de Sarah qui est Trace et puis vous comprendrez par la suite pourquoi ce titre est vraiment primordial, Trace du début à la fin. Et quelques mots aussi en lien avec des enjeux de notre santé mentale, de la santé mentale des jeunes et notamment des proches autour de la personne qui en souffre de la dépression. Et les sujets de dépression dans le livre de Sarah, où finalement jusqu'à ce jour qui va bousculer sa vie, hein, qui va vraiment laisser des traces différentes jusqu'alors. Il y a une dépression qui est en jeu et on parlera aussi de quelques mots hein, par rapport à ces épisodes-là. Mais pas seulement, parce qu'en fait, Sarah, tu nous fais vraiment découvrir, bien sûr, la dépression de l'intérieur comme on dit beaucoup, comme on lit beaucoup de ce qui est dit de toi à travers les différentes critiques, hein, c'est vraiment ce témoignage à cœur ouvert hein, dans la maladie mentale. C'est pas donné à tout le monde, mais en même temps, tu apportes au lecteur un espoir tout au long du livre et la narration utilisée, vraiment, c'est un style que moi j'ai adoré. Alors, venant de la santé mentale, j'avais l'habitude d'écouter des témoignages, mais aussi d'accompagner des patients qui me racontaient leur souffrance. Et là, dans l'ouvrage, il y a un style narratif qui est utilisé qui m'a beaucoup plu. Donc, on a pour cela 45 minutes, on va aborder ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à tout moment, si vous avez envie qu'on s'arrête sur, comme ça qu'on a organisé avec Sarah, vous pouvez lever la main et puis on s'arrêtera sur un thème ou un sujet qu'on est en train d'aborder et qui vous paraît important pour vous. C'est volontiers qu'on échange au cours de route là autour. Sans tarder, je vais te passer aussi la parole parce que c'est ton premier ouvrage, Trace, hein, c'est vraiment, et le titre est très beau. Donc, je dirais que le premier élément qui vient à la lecture, c'est quand même l'espoir. Moi, c'est ça en tant qu'infirmière en santé mentale, j'ai travaillé longtemps dans l'hôpital psychiatrique. Bien sûr, j'étais convaincue par l'espoir, et puis c'est comme ça qu'on m'a aidé les patients. Et ton ouvrage, c'est vraiment une lueur d'espoir. L'ouvrage en soi est une lueur d'espoir. Donc, j'avais envie de t'entendre. Bah, comment t'es venue l'idée d'écrire là-dessus, que de nous transmettre l'espoir dans l'ouvrage Trace.
Alors, pour commencer, j'avais surtout besoin de soulager ma mémoire. Donc, j'ai vécu un trauma, j'ai perdu mon papa dans un accident, violent. Il s'est fait percuter par un train, j'étais en sa présence avec mes enfants, ma maman, et mon ex-mari. Donc, ça a été voilà, c'est le premier chapitre du bouquin qui est certes un peu poignant, mais il faut pas croire que c'est c'est là-dessus que je surfe, c'est juste le début qui effectivement m'emmène, malheureusement dans une descente, dans la dépression. Mais, donc j'ai d'abord quand le confinement est arrivé, je me suis dit, «Cet accident que je me répète», le confinement est arrivé peut-être, 5 ans après le décès de mon papa. 5 ans après le décès. Ouais, je pense. Ouais, Mmh. ok. Il y avait un bon, et c'est Ouais, parce que maintenant mon père, ça fait 10 ans qu'il est ouais, décédé, donc ouais, 5 ans. ça faisait 5 ans, je pense qu'il était décédé. Je cite ce chiffre juste parce que ça fait quand même pas mal d'années où dès que j'avais des moments de rêverie, j'avais cette fâcheuse habitude de me repasser l'accident, mais détail par détail. Et là, je me suis dit que ça pouvait plus continuer comme ça, d'autant plus que ma mémoire me faisait défaut par moments. Et là, je me disais, ça aussi, ça m'a aussi inquiétée. Je me suis dit, je commence à oublier l'accident. Est-ce que à la longue, je vais oublier mon papa? Alors, le confinement a été idéal pour ça. Je me suis mis devant une feuille. Je me suis dit, bah, dépose cet accident. Et c'était trop dur encore, malgré toutes les années qui s'étaient passées. Par contre, j'avais été hospitalisée à Seury une année avant. Et cette hospitalisation à Seury avait été quand même difficile. Moi, j'ai malheureusement pas vécu cette hospitalisation. Voilà, c'est expliqué dans mon livre, sans que ça soit un règlement de compte, mais il y a eu des anecdotes qui ont fait que ça n'a pas été fluide, qu'il y a eu quelques maladresses de la part du service psychiatrique. Et j'avais nourri une colère à l'égard de ce dernier séjour hospitalier. Et ça, j'ai réussi à l'écrire facilement. J'ai pris ma plume. Donc, le souvenir de mon papa, c'était encore pas possible, mais cette colère contre ma dernière hospitalisation, c'était possible de l'écrire. Et là, vraiment, c'était des feuilles blanches, un porte-mine, j'écris au recto uniquement. Comme ça, après, je peux les répartir, les prendre, les tac, remettre des bouts parce que je me répète ou autre. Et j'ai commencé par cette hospitalisation, puis le reste, c'est venu à un rythme de, je disais, 10 pages à l'heure jusqu'à ce que j'ai 300 pages, que ça me fasse un classeur et que je note dessus mes mémoires. Et ça devait s'arrêter là, ce processus, en fait. Heu, Puis, une amie est entrée dans la course, une amie qui me connaît depuis bien longtemps et qui m'a un peu curieuse, m'a dit: «Est-ce que je peux juste voir un peu ce que tu as écrit, tout ça?» Et cette amie, m'a dit avec surprise: «Mais tu cites des événements, tu relates des faits que je ne connaissais même pas, et je pense que ça pourrait intéresser un public plus large. Alors moi, je t'aide à le taper, ce truc-là». Et on a pris des week-ends entiers à relire, à taper, etc., à tenter de mettre une forme de chronologie aussi là-dedans parce que c'était totalement anachronique. Et ce projet a eu vie par ce biais. Mais là, ça donnait un sens aussi parce qu'une fois qu'on en a fait un livre, quoi, quelque chose qui ressemblait à un livre, une espèce de maquette qui devait encore trouver preneur, je me suis dit, peut-être que ce témoignage, à vrai dire, pourrait aider, pourrait donner des clés de compréhension pour des gens atteints par la maladie ou des proches. Donc là, tout à coup, j'ai trouvé un sens et au départ, j'ai dit, si ça peut aider une personne, mon projet, il est réussi. Et depuis, j'ai reçu, je dis 300, 400 retours de lecteurs qui m'écrivent parce qu'ils sont touchés par ce propos. Et ce qu'on disait avec Chirette, c'est toujours habituellement, je reçois toujours bravo et merci. Merci d'être aussi sincère et authentique. C'est vrai que j'ai pas de peine à dire par quoi je suis je suis passée à témoigner du désarroi dans lequel j'étais. C'est-à-dire que mon fils était là, je pouvais plus lui faire un plat de pâtes, je pouvais plus prendre un train, je pouvais plus prendre un bus. J'attendais mon mari pour aller faire les courses le soir. On peut pas imaginer. C'est vrai que aussi les gens, quand ils me voient comme ça maintenant, ils me disent, on peut pas comprendre d'où tu viens, quoi. Moi, je vais t'interrompre un peu parce que c'est vrai que vous voyez comment il parle. C'est comme si l'écriture, finalement, c'était
par accident, je dirais comme ça, l'ouvrage est arrivé dans nos mains par hasard. Et c'est suite à un accident mortel quand même de ton père où tu as plongé dans cette dépression. Mais en même temps, tu nous laisses avoir vraiment mais des perles là, dans l'écriture au niveau de la narration. Et puis, si tu es d'accord, peut-être on va prendre quelques bouts voilà, sans que je lise, mais notamment les rencontres que tu vas faire. Les rencontres, elle en a parlé un peu de l'hôpital psychiatrique, mais dans ces rencontres, il y a bien sûr ce milieu psychiatrique. À l'hôpital psychiatrique, les services, on les connaît pas de l'extérieur. C'est souvent euh, un peu stigmatisé, je dirais, par le média. On n'entend pas, on n'y va pas on n'y va pas de manière joyeuse à l'hôpital psychiatrique. Même si vous me direz, peut-être on n'y va pas non plus à l'hôpital tout court de manière joyeuse, mais d'autant plus en psychiatrie, on n'a pas envie d'y aller. Donc, tu vas à la rencontre de ce milieu et à l'intérieur de ce milieu, tu nous expliques vraiment d'autres rencontres qui sont importantes pour toi, notamment bah, les autres personnes qui souffrent de la maladie mentale, les professionnels de la santé, voilà. Et est-ce que par rapport aux rencontres, c'est un mot que tu pensais quand t'écrivais, que c'est quelque chose qui t'a... Parce que tu nous passionnes, en fait, avec Mhm. ces rencontres. Ouais, c'est Moi, vrai. je peux rester Mhm. longtemps dans les rencontres parce que c'est vraiment passionnant. En lisant ta narration, tu es quand même... ouais, tu transmets une passion dans les rencontres, cette sensibilité avec l'être humain, avec la curiosité, l'envie de découvrir ce que c'est la psychiatrie. Mhm. Oui, c'est vrai, j'avoue que de base, je suis un petit être social, c'est vrai. Et j'ai quand même gardé cette caractéristique malgré ma maladie. Par contre, ce que je dis aussi à travers mon récit, c'est que j'ai eu toute une période où je ne supportais plus de fréquenter des gens ordinaires. J'avais pourtant un mari, des enfants, donc on avait une vie sociale, on avait dans notre quartier des couples d'amis avec enfants, etc., qu'on avait l'habitude de côtoyer. Et à un moment donné, c'était terrible pour moi de côtoyer des gens lambda qui avaient des projets de vacances, etc., etc. J'entends, moi, je savais pas demain si je serais encore vivante. Euh, Moi, j'étais au bord du pont et comme je dis, si mes deux fils n'avaient pas été là, peut-être que je serais plus là aujourd'hui. Donc, j'ai eu besoin de m'entourer vraiment de personnes malades ou qui connaissaient très bien la dépression. D'où le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on me contacte par différents biais parfois, juste pour un café ou échanger en lien avec des personnes atteintes par cette maladie ou qui ont des proches atteints par cette maladie. Parce que c'est vrai que on a toujours un peu envie de dire quand on revient de où je reviens, tant qu'on n'a pas connu cette maladie, on peut pas comprendre. Alors c'est peut-être un peu dur, mais il y a quelque chose quand même qui nous tisse entre malades ou ex-malades, où vraiment cette souffrance intense, eh ben on l'a connue quoi. Voilà, on est un peu, je sais pas, peut-être comme je vais pas non plus faire des généralités trop violente, mais comme peut-être des gens qui auraient fait la guerre, ou je sais pas, mais toute proportion gardée, bien entendu, hein. On est des personnes qui avons connu cette douleur et voilà, il y a eu toute cette période de vie où j'avais besoin de, de ne fréquenter plus que des gens que j'avais connus dans mes dernières hospitalisations, souvent. Alors, c'était très bigarré, quoi. C'est vrai que je côtoyais un temps une personne qui était malheureusement à l'AI depuis l'âge de 18 ans avec des troubles bipolaires intenses que j'ai connus dans ma deuxième hospitalisation. Et c'était ok, quoi. On allait boire des aignées vertes et ça m'allait. Et fumer des cigarettes mais ça m'allait bien finalement. J'avais pas encore envie d'être confrontée à mes amis d'avant qui allaient me parler d'une vie trépidante alors que j'étais plus du tout à ce niveau-là, moi. Moi, je dis toujours, j'étais plante verte, quoi. Je m'étais retrouvée plante verte dans les soirées. Et parfois, j'aimais être un peu provocante quand je connaissais pas tout le monde et qu'on venait vers moi et qu'on me disait, tu fais quoi dans la vie? Je disais, je fais une dépression. Et là, j'avais toujours cette réaction qui m'amusait finalement, c'est que
ça mettait un immense malaise et la plupart du temps, les gens disaient: «Ah, je vais chercher un truc à boire» et plus personne ne revenait, en fait. Et je m'amusais à lancer cette bombe comme ça. Je fais une dépression, puis c'était un peu toujours pareil, quoi. Le malaise s'installait. C'est vrai que dans la société, c'est une maladie, hein, la dépression, elle est beaucoup présente. En Suisse, il y a plusieurs personnes qui souffrent, hein, environ un quart de la population souffre de dépression à un moment donné. C'est une maladie qui est lourde en conséquences. Pour vous donner l'image, peut-être sans entrer en détail des symptômes de cette maladie, c'est comme si on portait la paire de lunettes noires. Toute la vie devient à un moment donné euh, négative, noire, on sombre dans quelque chose on se reconnaît plus avec des envies de vacances. Imaginez des vacances, c'est vraiment la surcharge que ça va représenter, la préparation. On n'arrive plus à se réjouir en fait qu'on va partir en vacances tellement la lunette noire elle a pris le dessus. Et dans ton livre, on voit à un moment donné que tu es vraiment assez franc, je dirais, pour expliquer plus clairement. Il y a un désespoir qui s'installe. Tu as même des idées de se dire, mais et si j'étais plus dans la vie? Puis, pouf, tu vas petit à petit retrouver finalement des clés. On a parlé tout à l'heure de résilience avec l'ouvrage d'avant, mais comment on rebondit, comment on trouve les clés et pour toi, en fait, ça serait quoi? Quelles sont les clés ou les éléments qui t'ont permis petit à petit à oser en parler, à dire dans les soirées, oui, j'ai une dépression. Alors ça c'était durant ma maladie. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à sortir de la maladie, j'ai jamais eu honte non plus. Euh, je crois que je sais pas, c'est un peu mon fonctionnement. Je suis quelqu'un de franche et d'assez spontanée et parfois maladroite également. Je l'admets par ma spontanéité et ma franchise. Mais finalement, c'est vrai que j'ai toujours volontiers dit ce que je vivais ou d'où je venais. Euh, il y avait une... Et puis, est-ce qu'il y a des éléments que Ah oui, tu ma recette, dirais, ouais. ta recette, un peu, Oui, alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de recette magique hein, pour tout le monde, c'est une expérience subjective. Et mhm, puis, ta narration, c'est vraiment une expérience de vie, là, mhm, c'est mhm, pas une recette pour soigner la dépression, qu'on s'entende. mhm, Mais est-ce que toi, pour toi, en tout cas, mhm. dans ta propre expérience, tu as quelques éléments qui t'ont permis petit à petit à colorer cette paire de lunettes noires. Oui, effectivement, il m'a quand même fallu 4 années laborieuses avec différentes médications, différents psychiatres, 3 hospitalisations dans 3 hôpitaux différents, etc., etc. Et bon, j'ai entrepris assez vite un travail sur moi aussi avec des stages de développement personnel. Les psychiatres, ça a un peu été j'ai un peu, je me suis déplacée de l'un à l'autre sans tout de suite trouver quelqu'un qui me correspondait bien. Mais quand j'ai trouvé une personne qui me correspondait bien, on a pu quand même aller gratter un peu, à savoir qu'il y avait peut-être des choses que j'avais mis sous le tapis déjà avant le décès de mon papa. Donc il y a eu tout un travail sur moi, un travail psychiatrique sur qui je suis et où j'en suis. Il y avait une chance aussi, c'est que j'ai tout à coup trouvé une conjonction de molécules qui m'ont aidée. Moi, je prends encore une médication aujourd'hui et depuis maintenant la même médication depuis 4 ans, je pense. Effectivement, à un moment donné, j'ai senti un mieux et ça correspondait à peu près à un moment où on a couplé des molécules, il semblerait. Il y a aussi eu l'idée de me remettre un pied dans la vie active, mais tout ça à faire très finement et progressivement, dans le sens où je suis enseignante à côté avec des enfants de 4 à 6 ans et j'avais complètement arrêté de travailler depuis quelques années, j'avais un dossier à l'AI. J'étais persuadée que plus jamais je n'exercerais mon métier
Et j'ai eu la chance de rencontrer une collègue que je connaissais encore peu à cette époque-là, qui m'a proposé de venir un jour par semaine dans sa classe comme observatrice. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. J'étais assise au fond de la classe et j'observais ce petit monde d'un métier que j'avais exercé tout de même pendant 15 ans, hein, où j'avais quand même, voilà, bien de la bouteille. Mais pour moi, j'étais persuadée que c'était terminé, ma carrière professionnelle était terminée. Et ça m'a tout à coup, ces 6 mois à observer ce petit monde, ça m'a donné goût à: «Tiens, peut-être je vais aider pour ci, pour ça». Donc ça, c'était une bonne chose et finalement, avec mes proches et ma famille et mes amis, on a créé un petit agenda où tous les jours, j'avais un petit rendez-vous. Mais ça pouvait même être le vendredi, c'était un rendez-vous café avec les copines du quartier à 9 heures le matin. Mais certes, ça me demandait de me lever, de me préparer et de me mettre en mouvement. Et j'avoue que moi, je fonctionne dans le mouvement. Et me remettre en mouvement avec ce canevas qui était bien fait, pas trop non plus, pas avoir des attentes surdimensionnées, quoi. Et si on m'aurait mis 2 jours de travail, j'aurais dégringolé direct, quoi. C'est vraiment très, très important que ça soit au niveau du patient et que le patient puisse y aller, mais tricoter petit à petit comme ça. Après, du coup, après 6 mois au fond de la classe, ma collègue m'a dit, mais écoute, essaye d'enseigner 2 périodes, une après-midi. Je t'aide, on organise l'après-midi. Et ça, je l'ai fait de nouveau pendant 3 mois. Et c'est ces petites réussites après petites réussites qui nous redonnent gentiment confiance. Parce qu'on a tellement perdu confiance en soi quand on est dans cette maladie-là, c'est terrible. Puis vraiment, tu expliques ça, enfin, tu racontes avec des mots accessibles à nous, lecteurs, et puis on s'accroche, on a envie de savoir, parce que c'est des expériences qui peuvent nous sembler anodines comme ça, mais en même temps, quand on te voit vraiment souffrante dans ta dépression, on se dit, mais comment elle va réussir? Et la narration, elle est bien menée, parce qu'on est vraiment pris dans le récit. Et puis, ça nous montre à voir la place des proches au sens large. Alors, il y a eu ta famille, il y a eu ce lien particulier avec ton père que tu le reprends par la suite, la lettre que tu Mhm. lui fais, et c'est vraiment intéressant. Mais ton conjoint d'époque, tes enfants, ta mère, ta sœur, enfin, on voit les proches vraiment de cœur qui sont présents, mais aussi l'entourage plus large comme cette collègue ou la société. Et tu donnes une bonne importance aux proches. Mhm. Donc, est-ce que tu dirais aujourd'hui que quand même la famille est importante? Je lui pose un peu la question de manière, comment dire, intéressée de Mhm. ma part, parce que dans mon métier comme professeur, un des axes de recherche que j'ai, c'est le soutien des proches dans les maladies psychiques, parce que c'est vrai que la maladie psychique, elle a des conséquences sur la vie de la personne, mais aussi comment les proches s'adaptent, l'accompagnent et comment ils souffrent, qui c'est qui les écoute. Et puis pour moi, ça, c'est des questions qui me passionnent. Donc, Mhm. c'est un peu intéressé, mais tu as donné enfin, une grande place aux proches et en même temps, on voit comment ils ont contribué et tout ça. Euh, la valeur famille, elle est importante pour toi. Mhm. Alors c'est vrai que j'estime avoir été chanceuse. J'avais pas autour de moi une immense famille, mais juste ma maman, ma sœur, mon ex-mari et mes 2 petits loulous qui étaient à la fois, qui avaient 9 et 11 ans quand mon père est décédé, donc c'était encore des petits-enfants, mais qui ont grandi durant ces 10 années, à mes côtés. Donc j'avais cette petite famille qui effectivement était présente, mais pas non plus envahissante, mais présente. Hem Et j'avais un cercle d'amis où là, j'ai également eu la chance, qu'ils restent à mes côtés. Parce que j'avoue que les rencontres que j'ai faites à travers ma maladie m'a montré que beaucoup de malades atteints de dépression font le vide autour d'eux, en fait. Je pense que ça donne un sentiment d'impuissance aux proches et aux amis comme à la famille. Et à force de se sentir impuissant, probablement que petit à petit, on lâche un peu l'affaire. Et j'ai toujours été très touchée
par le fait de constater que tous ces gens que je croisais en hôpitaux psychiatriques, qui en étaient à leur Xème hospitalisation, parce que bien sûr qu'on rencontre des gens qui font des séjours en boucle, malheureusement, parce qu'ils sortent et il y a un bout, ça va, ils replongent et ils reviennent, etc. Ça, j'avais pas cette conscience-là avant. Donc, oui, j'ai eu un petit réseau qui est resté fidèle, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a une anecdote dont on a parlé Ensemble. ensemble dans mon livre qui est assez touchante en lien avec mon fils cadet qui devait avoir peut-être, quel âge il pouvait avoir? Peut-être 13 ou 13 ans à cette époque. Moi, j'étais hospitalisée à ce moment-là à Seury, donc dans les Hauts-de-Lausanne. Et j'habitais Pries. Mon fils faisait du football dans les terrains qui se trouvent justement entre notre domicile et l'hôpital psychiatrique. Il y a des terrains de football. Et mon petit loup était à un entraînement, mais il faisait déjà, ça devait être l'automne, bien loin dans l'automne, parce que dans mon souvenir, il faisait nuit. Et ce petit loup, tout à coup, à un moment donné, a dit à son entraîneur qu'il partait un peu plus tôt. Il a aussi prévenu son papa qu'il arriverait avec un peu de retard. Et hop, il est monté à Seury, sonner à la porte de l'hôpital pour me faire juste un petit coucou. Alors qu'il était 20 heures et que c'était pas du tout l'heure des visites et qu'il faisait nuit et qu'il fallait traverser le périmètre de Seury qui est parfois inquiétant parce qu'il y a parfois des gens qui, voilà, qui errent, qui ont des démences ou autres et c'est toujours un peu flippant, comme on pourrait dire, pour certains jeunes de traverser ce périmètre. Mais voilà, à 20 heures, on m'a dit tout à coup, Sarah, t'as une visite. Et puis c'était mon petit gars en maillot de foot qui était là, maman, faut que je te fasse un bisou. Et voilà, ça c'est vrai que c'était des moments où on est là, ben, il faut que je sois là, puis que je continue à avancer, moi. Ça, c'est vraiment un bijou dans le livre. Ce passage, ça peut paraître anodin hein, quand on le raconte comme ça, mais c'est ce petit passage qui donne à voir l'amour au-delà de la maladie XY. C'est ce petit bonhomme-là qui veut voir sa mère, quoi. Et je trouvais, moi, c'était un petit bijou de narration parce qu'en fait, c'est vrai il y a la stigmatisation de l'hôpital psychiatrique, il y a ses horaires à respecter après 20 heures, plus de visites même, je crois que c'est après 18 heures. Donc nous, en tant qu'adultes, on n'oserait peut-être pas dire non, mais j'y vais à 20 heures. On essaye de respecter les horaires d'un hôpital, les normes instaurées. On essaye aussi de respecter la personne malade qui a besoin de se reposer, qui a besoin d'être seule, qui a besoin d'être peut-être accompagnée par les soignants. Et lui, non. Il a envie de voir sa mère, donc il s'en fiche, entre guillemets, des normes de l'hôpital, de la dépression, puis il vient te voir. Et je trouvais que c'est un ouvrage, je dirais aussi, c'est un livre d'amour, de l'amour pour la vie, Mhm, déjà, parce mhm. que tu as quand même, à un moment donné, il y a est-ce que je pars, je me fais ôter la vie, bah là, parce que la souffrance est tellement importante, donc je décide de partir, ou je reste en vie, et l'amour, comment c'est vu par les autres, par l'amour de ton métier aussi, Mhm. et l'amour de ton fils envers toi, puis toi envers tes enfants, donc c'est aussi un livre d'amour, quand même. Oui, je pense, il y a beaucoup d'amour là-dedans, effectivement. Ouais. Mhm. Donc ça t'a accompagné comme ça tout au long dans la dépression. Tu dirais, alors, on a vu que la médication elle est importante, Mhm. on a vu que l'entourage est important, mais des valeurs comme l'amour, comme toi, t'es resté confiante dans ta vie, t'es resté quand même forte, je trouve. On va utiliser le mot. Donc, Je pense que, effectivement, ouais, dans ce que tu dis, il y a deux choses. Je voulais faire une toute petite parenthèse à l'égard de mes pensées suicidaires, où effectivement, juste pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est vrai que j'ai aussi entre la vie et la mort, et à la fois j'ai eu tout à coup un regard complètement différent par rapport aux personnes qui sautent la vie. Parce que dans cette dépression, je me suis trouvée dans des douleurs internes d'une telle violence que j'ai associé ça au fait de mettre une main au-dessus d'une flamme et que tout ce que l'on souhaite lorsqu'on a la main au-dessus d'une flamme,
c'est d'enlever notre main pour arrêter la souffrance. Et à aucun moment on se dit et ma famille et si et mes enfants et bla 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 bla. La douleur, elle est trop intense et on veut que ça s'arrête. Du coup, avant d'être passée par là, j'avoue que quand j'apprenais qu'une personne s'était suicidée, j'avais peut-être tendance à dire oh, quand même, elle avait des enfants, puis ci, puis ça, et tout, elle n'a pas pensé à ses proches. Et après, j'étais là, non, mais en fait, je change complètement mon regard. On peut pas juger. La douleur, elle est tellement intense qu'on veut qu'elle s'arrête, et c'est tout. Et le raisonnement s'arrête là. Il prend tout notre mental. Après, concernant l'amour, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. J'entends mes fils ont grandi à travers ça. J'étais très inquiète pour eux parce qu'avec une maman aussi absente, j'étais présente, mais j'étais absente. Et j'étais absente physiquement aussi quand j'étais hospitalisée, etc., etc. J'avais une obsession où je disais à qui voulait l'entendre que j'allais retrouver mes enfants drogués et que mon prochain rendez-vous avec eux serait à la Riponne. Et je répétais ça sans arrêt aux gens qui m'entouraient. Ils étaient là. Bon, je partais aussi souvent dans des un peu des phobies comme ça. Hein, tout à coup, j'avais un truc, puis je tapais dessus là, puis à répéter que j'allais retrouver mes enfants drogués, etc., etc. Mes amis me disaient, écoute, Sarah, pour l'instant, ça joue. J'entends, ils sont à l'école, ils ont un papa, ils ont des grands-parents à côté qui s'occupent d'eux. Je pense que tu vas un peu loin. Mais c'était un focus. Mais mis à part ça, voilà, ils ont grandi, ils ont appris et ils vont bien aujourd'hui. Et ils ont acquis une forme de maturité, je pense, supérieure peut-être à d'autres qui auront eu un chemin tout lisse. Et ils sont très soutenants aussi par rapport à mon livre. J'ai trouvé assez joli. Ils ont souhaité tous les deux les offrir à leurs enseignants de culture générale à Noël dernier et que je fasse une petite dédicace. J'étais très fière de ça parce que je me suis dit, parfois j'essaye de pas trop les solliciter parce que je me dis, ils ont aussi le droit d'en avoir ras-le-bol de mon récit et même d'avoir honte peut-être de leur maman. Donc j'essaye un peu de dissocier. Mais quand tout à coup ça vient de leur part, et là encore l'autre jour, mon grand de 20 ans allait à l'anniversaire d'une de ses camarades, voilà, de 20 ans aussi. Je dis, ah maman, je pourrais peut-être lui offrir ton livre, t'en as un? Et ouais, j'étais là, ça me touchait énormément, quoi, qu'il soit comme ça concerné. Mais bon, malheureusement, j'avoue que cette année de tsunami, ces 4 années de tsunami chez moi ont quand même eu raison de l'amour qu'il y a eu entre mon mari et moi. J'ai passé 20 ans avec mon mari et ces 4 ans de dépression nous ont dévastés. Ça, c'est le petit bémol. Malheureusement, on n'a pas survécu à ces 4 ans de dépression, malgré qu'on avait 20 ans, un passif de 20 ans en commun, en fait. Le couple, souvent, comme je disais, les conséquences de la dépression, des maladies psychiques, c'est aussi sur les relations. Donc, souvent des couples qui vont divorcer donc, c'est sûr que on y laisse quelques plumes. Hein, Mhm. et pour parler de plumes, parce que toi, t'as investi l'écriture avec Trace. Et donc, Trace qui donne une narration profonde, vraiment à cœur ouvert sur de la dépression, mais c'est aussi sur des angoisses, sur des souffrances profondes, et en même temps qui amène le lecteur à considérer le parcours fait, cette trace que tu nous laisses finalement avec ton livre. Euh, je vous dirais que autant on est dans des souffrances profondes dans ton livre, et autant on prend plaisir à le lire. C'est fou, hein, parce que euh, euh, je- quand j'avais commencé à lire, c'était un week-end, je disais, oh, j'ai travaillé toute la semaine avec des enjeux de santé mentale, de donner des cours sur les troubles psychiques. Je disais, est-ce que je vais encore me lire un livre qui porte sur la dépression ce week-end? Et puis en fait, on est dedans. J'ai une force. Et d'où le titre, c'est vraiment la force de l'écriture dans l'ouvrage de Sarah, cette narration qui, pour le lecteur que je suis, va de soi. Tu as une plume vraiment Alors ça, moi, j'ai pas appris à écrire, justement. C'est ça qui est amusant, c'est que maintenant, j'ai même eu des retours de journalistes qui me disent à quand la suite, j'adore votre style, il y a quelque chose là-dessous. Et ça me rend toujours un peu mal à l'aise parce que je répète que moi, j'écris comme je parle. Et c'est clair que c'est un texte
qui est fait très simplement, sans emphase, avec des phrases courtes et finalement, c'est peut-être ce qui donne cet aspect facile à lire en fait. Euh, je voilà, voilà, également la sincérité, l'authenticité fait que je pose comme ça les choses de manière assez simple en fait. Donc, si vous prenez l'ouvrage, je vous assure que vous pouvez pas le lâcher, il est vite lu. Mais peut-être vous avez des questions parce qu'on a discuté de certaines thématiques. Vous avez, vous, envie de poser des questions à Sarah, de voir comment elle s'est pris, qu'est-ce qui... voilà, c'est volontiers qu'on vous écoute ou à moi. C'est volontiers s'il y a un intérêt. Je me demandais si vous sentez en vous-même qu'un jour ou l'autre, vous arriverez à abandonner, mais séparer gentiment du médicament. Alors j'avoue que moi j'ai actuellement un psychiatre qui s'occupe uniquement de ma médication et j'ai à côté une autre psychiatre avec qui je fais toujours ce travail thérapeutique. Le psychiatre qui s'occupe de ma médication, c'est un peu un chimiste, j'ai un peu envie de dire, même s'il est psychiatre. Et depuis qu'il me suit à ce niveau-là, j'ai longtemps essayé de me séparer de ça en lui disant à chaque fois que je le voyais, parce que je le vois tous les 3 mois, non, même tous les 4 mois, comme ça, on fait le point. Et au début, j'étais toujours là, bon, est-ce qu'on peut baisser celui-là? Est-ce qu'on peut baisser celui-là? C'est quand qu'on baisse celui-là? Et puis, je disais aussi, on me dit que, c'est vrai qu'il y a des fois des personnes qui me voient comme ça, puis me disent, mais lâche ta médication, tu vas tellement bien. Mais petit à petit, il m'a quand même un peu convaincue du fait que probablement pour le moment, il me manque quand même une forme de chimie que mon cerveau ne produit pas, ou ne produit plus, et que cette médication, je la supporte vraiment excessivement bien. J'ai 0 effet secondaire. Et lui, il me dit, voilà, vous auriez un diabète, vous auriez trop de pression, vous prendriez peut-être un médicament à vie. Et dites-vous que peut-être cette médication, bah, vous l'aurez encore des années, voire à vie. Alors c'est un sujet très délicat parce que du coup, j'avoue que c'est politiquement assez incorrect dans notre société. J'entends quand généralement on dit qu'on est médiqué, il y a un peu tout le monde qui s'affole. Quoi, c'est quand tu arrêtes la médication. Moi, je prends même pas un Dafalgan quand j'ai mal à la tête parce que c'est de la chimie, etc., etc. Et moi, j'ai quand même dû petit à petit, ben voilà, me rejoindre un peu son opinion et dire moi, j'arrête de me mettre un stress pour à tout prix réduire ou arrêter cette médication. Je vais d'abord vraiment, vraiment m'ancrer même si j'ai entre guillemets presque une vie ordinaire où j'ai un métier, où j'ai mon travail d'auteur, où j'ai même repris les études à côté, j'ai presque une vie ordinaire, mais j'ai encore des petites angoisses qui s'invitent. Sur la période de Noël, c'était un peu plus important, ça commençait à m'inquiéter. Je sais que c'est une maladie dangereuse, je sais qu'il y a des possibilités de rechute, on le sait tous. Je me méfie de ça. Maintenant, j'ai des petits signaux, j'ai des warnings que je prends en considération. Mais du coup, j'estime que ça va pas être l'année prochaine que je vais arrêter cette médication. Je vais continuer à me reconstruire vraiment de manière très solide. Et peut-être qu'un jour ça sera OK, mais c'est pas le moment. Et je dirais, c'est vrai qu'il y a ce débat sur la médication ou sur la psychiatrie. Est-ce qu'il faut voir un psychiatre ou pas? Les bons psychiatres, les mauvais psychiatres, les bons professionnels de la santé, on nous écoute pas. Et dans ton livre, on voit aussi que c'est un chemin personnel, le rétablissement psychologique. Il faut trouver quand même les bonnes personnes, la bonne médication ou pas de médication, Mhm. ce qui nous convient finalement, de pouvoir prendre des décisions qui nous conviennent pour nous. Parce que souvent de l'extérieur, je disais, OK, bah, vous pensez que je suis une mauvaise infirmière, bah, changez d'infirmière. Parce que moi, j'arrive pas à changer pour vous comprendre encore mieux. Peut-être si vous vous changez, vous allez trouver la bonne personne pour votre chemin. Mais avant tout, les professionnels de la santé, on s'engage c'est notre métier, on a envie de bien faire autour de nous. Si on n'arrive pas à s'aider, il faut le changer, puis peut-être c'est comme il y a une part de subjectivité de la relation, C'est sûr. et puis en osant changer,
changer la médication, changer le professionnel qui nous entoure. On trouve petit à petit ce qui nous convient. Mhm. Mais c'est vrai que d'attendre que ça vienne que des autres, que des professionnels de la santé, je pense que c'est aussi une erreur parce qu'on ne peut pas changer les professionnels de la santé. Tu parles de la colère de départ, des, de certaines personnes qui n'ont pas su t'écouter. Et en même temps, ce qu'on retient de ton livre, c'est quand même ces rencontres qui ont permis petit à petit à avancer. Peut-être, peut-être. Mhm. Donc, voilà, oser en tout cas, s'il y a une médication qui convient, de pouvoir la garder. S'il y a trop d'effets secondaires, de la changer déjà. Et puis de trouver son chemin. En tout cas, dans la dépression, dans d'autres maladies psychiatriques, c'est vraiment les conseils que je donnerais après quelques années d'expérience et d'accompagnement. Mhm. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie d'interroger? Oui? Bonsoir, merci pour le partage. Plaisir. Je me demandais ce que vous avez apporté justement ce duo. Quand vous avez retapé le récit avec votre ami. Mhm. Est-ce que vous avez relu votre histoire? Est-ce qu'elle a posé des questions? Est-ce que ça a modifié finalement un peu cette version finale? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mhm. Oui, oui, c'est amusant. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que quand j'écrivais ça comme ça à la main, je me disais jamais je pourrais me relire en fait. Parce que si je me relis déjà, j'étais persuadée que je trouverais ça nul. Donc je me suis dit jamais je pourrais me relire. En fait, elle m'a forcé à ce que toutes les deux on relise ça. Elle a aussi fait du théâtre, donc il y en a une qui lisait à voix haute, l'autre qui tapait, et réciproquement. Et clairement, quand un premier jet comme ça, il vaut ce qu'il vaut, mais il y a quand même bien des soucis dans des répétitions, dans des tournures de phrases. Même si je fais pas d'emphase et que je vais pas chercher un vocabulaire forcément extraordinaire, un premier jet, ça sera jamais, peut-être jamais des auteurs très bons qui pourront écrire d'un premier coup, mais maintenant que je suis un peu entrée dans le monde du livre, je découvre ça en fait, ce que j'ignorais avant, c'est qu'il y a énormément de travail après un récit de départ. Et j'ai fait un premier gros travail avec mon ami qui nous a pris vraiment des week-ends et des week-ends. Puis après, quand j'ai trouvé une maison d'édition, elle m'a demandé également de faire des corrections. Donc peut-être qu'on ne le sait pas quand on n'a jamais touché le monde du livre, mais il y a des maisons d'édition qui demandent énormément de corrections, hein. La mienne, elle m'en a, en l'occurrence pour ce texte, ils l'ont trouvé déjà relativement abouti. Ils m'ont pas demandé trop de corrections. Mais par contre, là où il y a eu pas mal de travail, c'est qu'il fallait pas que ça soit identifié ou identifiable. Donc ça aussi été un travail après coup que j'ai dû faire où j'ai dû changer tous les lieux, toutes les personnes. Et puis il y avait des liens avec les lieux parce que je prenais un train, donc si je reprenais un autre lieu, il fallait quand même qu'il y ait un train, etc., etc. Il fallait qu'il y ait une sorte de cohérence avec les lieux que je changeais, etc. Donc ça a été encore un travail de plus auquel on pense pas en fait quand on se lance dans l'écriture. Ok, peut-être une dernière question, si le cœur vous en dit, on a peut-être encore 5 minutes, mais sinon on s'approche vers la fin. Mhm. Ok. Alors, voilà, vous avez compris, nos propos, c'est pas vraiment des cours en psychiatrie, c'est plutôt comment Sarah a réussi à narrer une expérience de 4 ans de dépression, quand même, avec plusieurs hospitalisations en psychiatrie et de la souffrance intense. Et puis, grâce, je dirais, à cette narration, en tant que lecteur, on arrive à traverser ça sans vraiment de fracture psychique, hein, sans prendre peur de la maladie mentale. Et pour moi, ça, c'est le bénéfice que tu apportes vraiment. Ta narration apporte pour les professionnels de la santé, pour le lecteur, pour nous tous, une narration intéressante pour comprendre un peu les mécanismes psychiques, comprendre ce milieu de la psychiatrie et puis ouais, dire, OK, bah, c'est des maladies qu'on peut quand même s'en sortir. Donc, Mhm. merci beaucoup pour ce témoignage à cœur ouvert et bah, bonne lecture à vous si vous avez pas encore lu le livre parce que c'est quand même passionnant. Mais je te laisse le dernier mot parce que c'est toi l'auteur. Bah, merci à vous d'être venus nous écouter.
Je pourrais encore parler des heures de mon récit. Je suis intarissable à ce sujet. Mais voilà, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux si jamais. Je continue un peu à être interviewée, à donner des conférences, de ci, de là. Voilà, bon, mon livre a maintenant 2 ans, donc ça commence à être vieux pour un livre, mais c'est toujours un propos actuel. Donc finalement, je pense qu'il aura encore une durée de vie. Je vais juste dire une chose, il y a un mot que j'aime pas, c'est de dire s'en sortir. Mhm, J'aime pas ça. mhm, Parce que c'est comme si, enfin, vous avez vécu une dépression exogène mhm. à partir D'un trauma, oui. d'un trauma, etc. Mhm. Il y a des gens qui vivent dans une dépression endogène. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, donc, je trouve que c'est un peu illusoire Mhm, de dire c'est une maladie, puis il faut s'en sortir. mhm, Il faut apprendre à vivre oh, avec tout à fait. et que les autres acceptent aussi Mhm, ce qu'on est. mhm, La chose, par exemple, moi je vais ajouter tout de suite à ça, c'est vrai, c'est très mal vu de prendre des médicaments. mhm, Les gens qui prennent des médicaments, c'est des gens malades, c'est mhm, des gens malades, voilà. mhm, Donc c'est ça qui doit changer, c'est Oui. qu'on mhm, puisse admettre que des gens aient besoin de médicaments mhm. pour, comme vous dites, pour compenser des fois des choses que le corps ne produit plus, n'a jamais produit, ou je ne sais pas. Mhm. Mais je veux dire, j'aime pas, Mhm. parce que quand on dit s'en sortir, c'est Mhm. comme s'il y avait une recette Ah, miracle je suis pour d'accord. s'en sortir. Tout à fait, tout à fait, Et moi, je ne vois pas ça du tout comme ça. tout à fait. Mais merci beaucoup, parce que c'est vrai, des fois, quand on parle, ben, les mots ont leur importance Oui. dans la maladie psychique. Euh, C'est vraiment, c'est se retrouver dans la vie, je dirais, puis être un peu, garder la vie quand même avec, et malgré la maladie, il y a des personnes qui, comme je disais, la maladie psychique nous touche un grand nombre d'entre nous. Et puis, ça veut pas dire que je me présente à vous et puis que j'ai pas de troubles psychiques, mais c'est quand même se retrouver dans sa vie. À un moment donné, de pouvoir rester en vie et malgré et avec la maladie, c'est plutôt ça qui est vrai dans le rétablissement maintenant que s'en sortir et puis on le range. C'est pas une grippe, la maladie mentale, c'est D'ailleurs, vraiment. que vous êtes attentive à des Oui, signes. tout à fait, tout à fait. Non, et je vous rejoins complètement dans ce que vous dites, parce que même moi, donc, qui ai ce type de dépression post-trauma, qui est, comme vous dites, pas forcément une dépression plus saisonnière ou autre, je serai jamais la personne que j'étais avant. Et je pense que, je sais pas si toute ma vie, mais en tout cas, la joie, ça fait 4 ans que je vais relativement bien. Je suis très attentive et je pense que je vais devoir l'être encore longtemps. Et je dois aussi aménager ma vie par rapport à ça. Je dois, bah, comme il y a des signaux, et quand je vois que je fais trop, j'ai pas assez de sommeil, etc., je commence à avoir des angoisses, j'ai plus de sentiments de réjouissance. Quand je commence à percevoir ça, alors j'ai une petite trousse à outils. Des fois, j'utilise le fait d'aller marcher, ou alors j'ai 2, 3 clés. Puis des fois, si ça marche pas, bah, je vais appeler d'urgence ma psychiatre même. Donc j'ai une vigilance que je vais devoir conserver toute ma vie probablement. Mhm. Merci, on peut t'applaudir. Merci, à toi. Voilà. Merci. Merci.